on te voit, Nicolas. Et du coup, la parole est à vous. Ok, alors je crois que c'est moi qui dois débuter. Il faut juste que j'arrive à partager le contenu de la présentation. C'est bon. C'est bon? Ouais. D'accord. Alors, je me propose de commencer directement. Donc, il y avait une petite slide introductive pour présenter en fait notre groupe, la complexité, la systémique, et puis l'ordre d'apparition dans les présentations. Alors, je commence. Suivra Céline, puis Lynn, Axel et Nicolas fermera la marche. Alors, je vous propose d'attaquer directement le livre que j'avais. Il s'appelle Systémique et entreprise, mettre en œuvre une stratégie de changement de Jacques-Antoine Malarevitch, qui est médecin psychiatre, spécialiste en thérapie familiale brève, et puis il est issu de l'école Palo Alto, tout en étant consultant et coach en entreprise. Et puis moi, en parcourant ce livre que vous voyez en haut à droite, m'est venue un petit peu la symbolique pour exprimer la complexité de l'entreprise, de ce banc de poissons que vous voyez à l'écran, en fait, qui symbolise l'entreprise et sa complexité. Malarevitch il décrit bien dans son livre la complexité des systèmes humains, l'importance des liens entre les individus, ses interactions, la communication qui l'entoure. Et puis ce banc d'Aran, moi je trouvais que c'était une bonne analogie pour du résultat qui est produit par un groupe d'individus qui se structurent, qui communiquent entre lui, qui présentent un résultat que moi je trouve ici assez bluffant. Mais on voit aussi toute la perfection du résultat, puis on devine la fragilité en fait du système qui l'a permis. Si on passe dans la deuxième diapositive, on voit qu'il y a un nouvel élément dans le système. Euh, il symbolise le changement dans l'entreprise. Et puis Malarevitch explique dans son livre que plus un système est complexe, plus le changement est facile. On voit par analogie ici une structure qui s'adapte en fait au changement, une structure qui est complexe, qui s'adapte au changement. Et puis cette structure s'adapte au changement alors que de par sa nature, elle rechercherait plutôt à survivre sans changer ou alors dans une amplitude qui serait faible. On voit là toute l'importance dans le changement de la nécessité de communiquer entre les individus. Et puis on voit que le changement induit ne permet plus d'avoir le contrôle sur l'ensemble du système. Finalement, l'évolution du changement échappe à ses membres. Mais on voit aussi que c'est un changement qui n'est pas pour autant chaotique. Et on comprend naturellement aussi, en voyant cette image, que l'individu dans l'entreprise qui se retrouve face au changement, pour lui, c'est plus facile d'évoluer avec ce changement que de faire de la résistance. S'il fait de la résistance, il pourrait y avoir de la souffrance. Et puis, même dans le cas présent ici, ça pourrait être particulièrement douloureux, hein, je dirais. Si on prend la position du coach de Malarevitch, en fait, il propose une solution pour aider les entreprises à gérer la complexité. Puis sa solution, c'est l'approche systémique et communicationnelle. Et puis moi, j'ai trouvé intéressant parce qu'il décrit à l'intérieur de son livre, il décrit par exemple les rôles dans le groupe, le rôle du leader, de l'anticonflictuant, le bouc émissaire. Il nous propose aussi des outils avec lesquels travailler sur les valeurs, la reconnaissance, le coaching, le recadrage paradoxal pour pouvoir induire le changement. Il nous invite à prendre en compte ce qu'on voit aussi sur cette slide, les liens horizontaux, verticaux, les triangulations, également les demandes cachées, les dettes, les secrets. Il propose d'identifier les possibilités de changement qui sont porteuses de succès, préparer les deuils et induire les changements à la marge. Alors moi, concrètement, ça m'a aussi apporté, c'est un peu ma conclusion, ça m'a apporté plein d'expériences que j'ai pu déjà transformer dans l'entreprise. Par exemple, la stratégie de l'encerclement qu'il propose, ça m'a permis d'appréhender, on est actuellement avec une future révision de loi dans l'AI, et puis c'est quelque chose qui est très complexe à gérer, et puis on appréhende ce changement par la stratégie de l'encerclement. Également, la stratégie de changement à la marge, je suis en train de déployer un outil informatique à l'ensemble de l'Office, on a choisi finalement de dégrainer ce changement en le diffusant petit à petit dans l'entreprise pour que ce soit plus facile. Et puis un dernier exemple, c'est le paradoxe que j'ai pu observer où un collègue m'a, par exemple, confié la tâche de digitaliser son équipe, et puis il mettait systématiquement en échec toutes les décisions qu'on prenait. Et puis ça m'a permis de comprendre qu'en fait, il avait des peurs qu'il projetait, qu'il a peur de ne pas maîtriser en fait l'ensemble du système. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu comprendre grâce à ce livre. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si je passe la parole à Céline ou...
Ou est-ce qu'on en discute entre deux? Non, non, on va faire le tour. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Daniel? Je pense que c'est mieux d'avoir l'ensemble de la présentation Ouais. et après de reprendre les questions et de regarder surtout les liens entre les différentes parties. Alors, je te passe la parole. Ouais, tip top. Donc, on a juste convenu que c'était Christian qui continuait de changer les slides. Donc, celle-là, elle va pas durer longtemps. Donc, à tous, ça me fait plaisir de vous partager les éléments clés de ma lecture. Donc, de la 5e discipline, l'art et la manière des organisations qui apprennent, écrit par Peter Senge. Écrit en 1992, preuve qu'en 2020, on ne réinvente pas la roue. Donc, on peut changer de slide. Tip top, merci Christian. Donc, pour entrer plus concrètement dans le vif du sujet, pour découvrir ces disciplines qui, en fait, en réalité, sont un ensemble de pratiques, dont la première, qui est la maîtrise personnelle, donc qui veut qu'on voit, en fait, sa vie et sa carrière à l'image d'un artiste vis-à-vis de son œuvre, qui va peindre, qui va apprendre, mais sans jamais vraiment maîtriser son art et se rendre compte qu'en apprenant, on se rend compte qu'on ne sait pas. Une jolie autre manière d'illustrer un exemple de cette pratique qui parle des tensions créatrices, c'est vous prenez un élastique entre vos deux doigts, l'un représente votre réalité, l'autre votre vision, et du coup, vous maintenez cet élastique tendu et la tension est là. Donc l'idée, c'est de ne jamais rapprocher votre réalité de votre vision pour maintenir votre ambition, lui permettre de grandir. La deuxième discipline, donc on part sur la droite. Non, on peut rester là. On part juste sur la droite. Donc la remise en question des modèles mentaux. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment prendre conscience de l'influence des stéréotypes, des généralisations et des préconstruits en fait qui peuplent notre cerveau et qui guident notre comportement et notre façon d'agir. Et une organisation intelligente, en fait, l'ouvrage veut qu'elle en ait conscience et puis qu'elle rende consciente ces individus. La troisième discipline, donc on passe à la petite pomme que je n'ai pas besoin de présenter, qui en fait, c'est la vision partagée. Donc une vision partagée claire, ça suscite une communauté de buts et ça renforce l'engagement plutôt que le suivisme, comme on peut souvent le voir en organisation. Et à l'époque, pourquoi la pomme? Parce que l'exemple est noté dans le bouquin, les dirigeants d'Apple ont dit un ordinateur portable pour chaque individu. Je crois qu'il n'y a pas besoin de parler du succès de cette petite pomme. J'en viens ensuite au dernier quart, l'apprentissage en équipe. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est apprendre à apprendre ensemble, parce que clairement, ce n'est pas inné. Et typiquement, j'ai beaucoup aimé un lien dans l'ouvrage qui fait référence à l'entraînement sportif, dans le sens où aucun succès sportif n'est au rendez-vous sans entraînement. Et du coup, ça passe par là pour créer de l'intelligence collective et apprendre à dialoguer plutôt qu'à discuter. J'en viens ensuite à la cinquième discipline. On y est et c'est la pensée systémique qui est représentée par mon rond vert, qui est le ciment et le cœur du concept qui représente vraiment ce cercle qui entoure le reste. On peut passer à la slide d'après. Merci beaucoup. Donc concrètement, tout est question de combinaison. Car à l'image en fait d'une plante en bonne santé, pour une comparaison un peu pragmatique, une organisation intelligente, elle a besoin d'une combinaison de facteurs qui gravitent autour d'elle en fait, pour qu'elle continue sa croissance. Et un autre élément pour un petit peu comprendre pourquoi est-ce que c'est pas si simple de bâtir en fait une organisation intelligente, qui fait référence à ça dans l'ouvrage. L'ouvrage le met bien en lumière. Il faut revenir un peu à notre plus tendre enfance pour qu'on comprenne qu'en fait, on nous apprend à fractionner, à diviser les problèmes, à diviser le monde en sous-catégories, ce qui nous rend en fait au final complètement myopes et incapables d'avoir une vision d'ensemble et surtout de comprendre les liens et les conséquences qui se répercutent dans une organisation ou dans notre vie privée. Et pour aller au-delà d'une situation dite complexe, Peter Senge, en fait, il nous invite à schématiser la complexité
pour voir des modes de comportement, chercher des leviers plutôt que de simplement réagir à des événements en nous attaquant simplement aux symptômes sans toucher la cause de fond, d'où mon petit slide, mon petit icône en 8 qui représente une séquence dite de base, c'est vraiment un élément phare de l'introduction du livre et qui représente une solution dite anti-symptômes. Donc, pour respecter le temps imparti, je ne vais pas entrer dans le détail justement de ce 8, ni de la parabole de la grenouille ébouillantée, que j'ai beaucoup aimé, deux jolis exemples, parmi honnêtement beaucoup d'autres. Mais j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ça. Et puis, en guise de conclusion, je vais me référer à ma petite phrase en bas à droite. C'est vraiment l'arbre est la 5e discipline et la forêt, c'est la pensée systémique qui gravite autour de tout ça. Voilà. Merci. Je coupe mon micro. Alors, on va passer à la slide suivante. Merci Christian. Parfait. Alors, on a eu avec la première présentation, la mise en exergue de la complexité dans laquelle nos organisations évoluent, et puis l'importance de la pensée, de l'approche systémique, avec des outils analytiques qu'on n'arrive plus à saisir et à naviguer dans cette complexité. Donc moi, j'aimerais vous parler de l'ouvrage de Dominique Berriot, qui est un homme qui a eu plus de 15 ans de pratique en entreprise en tant que DRH, des grosses structures. Et puis, il s'est, on va dire, spécialisé en systémique et il a fait le choix ensuite de se consacrer à la consultance et puis d'accompagner des organisations qui font face justement à des situations de complexité et de leur donner les outils et la méthodologie systémique. Donc, mon livre de référence, c'est Manager par l'approche systémique, qui a été publié en 2006. Et je vais partager deux aspects du livre, parce qu'il est extrêmement bien fourni, mais deux aspects qui m'ont particulièrement semblé pertinents pour notre discussion ce soir. Tout d'abord, sur cette slide, on voit logique analytique et logique systémique. Donc c'est vraiment deux approches, non pas qui s'opposent, mais des approches complémentaires. Mais là, on voit, et c'est ce que m'en exergue Dominique Berriot, la spécificité de chacune de ces approches. Donc dans une logique psycho-analytique, l'objectif, le but, c'est vraiment l'identification des causes. Donc on a tendance à vouloir fouiller dans le passé pour rechercher les causes, comprendre, savoir comment expliquer un problème ou un blocage. Et ce que nous amène l'approche systémique, c'est vraiment de tenir compte bien sûr de l'historique, mais de vraiment voir la situation aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut la dépasser, notamment en travaillant sur la vision et l'objectif commun. Donc toute l'énergie va vraiment se focaliser sur la perspective et sur la vision. J'aimerais ensuite passer à la dia suivante. Donc avec l'approche systémique du changement, donc la méthodologie que propose Dominique Berriot. Ce que je trouve aussi très intéressant dans son approche, c'est qu'on est enfin sur de l'opérationnel. J'ai lu un certain nombre de livres relatifs à l'approche systémique et même de consultants qui est justement aussi normalement le contact de terrain, et il me manquait vraiment ce côté mise en pratique. C'est ce qui s'exprime à travers cette méthodologie de Berriot. Donc une situation de changement part toujours d'un besoin ou d'une demande de changement. Et ensuite, ce qu'il propose, c'est de procéder selon 4 étapes. Donc la première étape, cadrer la demande, c'est vraiment de bien comprendre quel est ce besoin et de travailler avec des invariants. Donc il y a toujours un déclencheur, ensuite le besoin de définir un objectif N+1, qui est un objectif qui va au-delà, qui transcende un peu les objectifs individuels et qui va justement porter le projet, la vision partagée.
et ensuite d'être très clair sur les résultats qui sont attendus du changement. Dans le cadrer la demande, c'est aussi de bien comprendre qui sont les acteurs impliqués, quels sont les freins ou les leviers qui vont être partagés par ces acteurs. Donc il y a des acteurs qui sont clairement des freins, mais il y a aussi des acteurs qui seraient intéressés et prêts à s'engager dans le changement, mais qui vont mettre en évidence des blocages institutionnels. Donc c'est vraiment important de les considérer. Et évidemment, après aussi, les enjeux pour l'institution et pour les acteurs eux-mêmes. Dans la perspective de Berriot, il y a toujours cette prise en considération des contraintes, de l'environnement, de l'organisation, mais aussi de les voir comme des ressources. Et donc, ça va souvent être des leviers pour justement accompagner ce changement. Il est aussi attentif à ne pas réinventer la roue, donc quelles sont les solutions qui ont déjà été tentées, et puis aussi avec une vision très prospective, de vraiment faire une analyse sérieuse de l'environnement et de voir quelles sont les évolutions prévisibles. Quand on a fait quand la demande est bien cadrée, on a vraiment, on va dire, toute la matière nécessaire pour lancer le changement. Et donc après, l'étape suivante, c'est de représenter le système à considérer. On ne va pas prendre l'ensemble de l'organisation, mais vraiment considérer le département, l'équipe, la partie de l'organisation qui est importante pour la mise en place du changement. Et puis de bien comprendre le rôle de chaque acteur, quelles sont aussi les relations qu'ils ont entre eux, donc en partant du principe justement que tous les éléments sont interdépendants. Il y aura ensuite la troisième étape, élaborer la démarche stratégique. Donc là, on est vraiment dans le concret, donc d'être capable de vraiment lancer l'initiative. Et puis, dans l'étape 4, d'engager le changement, la dynamique du changement, en mettant en place un projet pilote qui va permettre de confronter finalement l'approche à la réalité et de la réajuster. Et un dernier élément très important qui m'a vraiment été... j'en avais pas conscience avant de lire Berriot, c'est vraiment l'importance de la régulation. Donc, avec les acteurs, de définir comment le système, comment le changement va être régulé, pour vraiment aussi avoir des garde-fous et assurer la pérennité de ce qui est entrepris à travers le changement. Voilà, je m'arrêterai là pour cette présentation. Merci Christian. Alors j'avais le livre de Chantal Motto, Coacher les organisations avec les constellations systémiques. Rendre visibles et décoder les interactions humaines et leur dynamique. C'est une approche qui est à la croisée des chemins entre la psychothérapie par les constellations familiales, l'approche systémique et puis le psychodrame, qui, par cette utilisation dans le domaine des organisations, permet finalement de résoudre des conflits, de gagner en cohésion, ou encore de faire évoluer une situation en faisant apparaître finalement l'ordre implicite. D'où le sous-titre « Rendre visibles et décoder les interactions humaines et leur dynamique ». Dans des contextes de travail toujours de plus en plus complexes, cette approche permet par l'expérimentation du positionnement physique dans l'espace, le corps comme étant un vecteur d'expression, et l'émergence des différentes informations qui vont être libérées par les ressentis des participants et des parties prenantes, d'en réaliser une représentation qui est appréhendable pour les organisations et donc de pouvoir travailler dessus. C'est une approche constructiviste et phénoménologique qui peut être utilisée en groupe ou en individuel et qui part du postulat que le problème contient sa solution. Pour lui permettre donc d'observer sa représentation du problème, le client est amené à lâcher prise, à prendre quelque part une position méta par le biais d'une mise en scène de sa propre représentation du problème, contenant les différents éléments essentiels à cette figuration. Alors ça peut être des personnages, ça peut être des groupes, ça peut être des produits, ça peut être des valeurs, ça peut être beaucoup de choses. Et concrètement, si on passe à la slide suivante,
Dit comme ça paraît très abstrait, puis en faisant un petit schéma, ça s'éclaircit bien mieux. Donc, concrètement, cette mise en scène, comme toute mise en scène, il y a déjà l'espace, finalement, le théâtre de la représentation qui est figuré ici par le rectangle grisé. Ça peut donc être un espace, la salle, une feuille de papier, selon qu'on utilise des représentants vivants, en chair et en os, ou bien des post-it, ça peut aussi être des Playmobil, etc. Il y a les représentants, les différents représentants, ces petits êtres bleus dont l'ouverture, les cercles où il y a l'ouverture peuvent symboliser la bouche, et donc on voit dans quel sens ils sont tournés, permet de représenter les différents acteurs, les représentants selon le client, et puis le focus qui est le client lui-même, qui va se positionner, qui va déjà positionner tous les acteurs, y compris lui, dans cet espace. Et puis le coach, le coach qui peut parfois être à l'intérieur de cette représentation-là, parfois vraiment plus en position méta, qui est symbolisé par l'œil en haut à droite. Le coach, finalement, va pouvoir lire cette constellation, cette représentation de la problématique, en observant la position des différentes parties prenantes et en écoutant finalement le ressenti qu'ils ont de leur propre positionnement dans l'espace et de leur positionnement non seulement dans l'espace mais aussi par rapport aux autres acteurs. Lire la constellation implique une lecture sans attente et sans intention non plus. Puis une autre phase pourrait être de la repositionner légèrement différemment. Ça peut être une demande du client, donc du focus, ou bien ça peut aussi être sur impulsion du coach. Le coach accompagne vraiment cette démarche-là, y compris le choix des représentants qui vont participer à cette constellation et accompagne le client dans cette démarche-là. Durant la constellation, il y a un principe de récursivité finalement qui est activé et durant cette représentation symbolique et spatiale de la problématique, cet élément-là va pouvoir permettre non seulement au client d'élargir son champ de vision, mais aussi de modifier sa représentation du système initial en participant à cet espace-temps qu'est la constellation. Clairement, cette approche qui paraît relativement abordable d'un point de vue de sa mise en œuvre requiert en tant que coach, lecteur de la constellation, pour moi de solides connaissances théoriques, une sacrée approche intuitive et une intelligence émotionnelle aussi développée afin de décrypter toute la subtilité du positionnement des personnages dans l'espace notamment et finalement de décortiquer cette apparente simplicité qui peut révéler beaucoup de complexité. Cet ouvrage permet donc, dans la première partie, d'aborder différents éléments théoriques qui permettent la compréhension de qu'est-ce que c'est comme approche, mais il y a également toute une partie qui est vraiment destinée, j'ai envie de dire, c'est un peu le livre de chevet, mais c'est aussi l'endroit où vous allez trouver un tas de stratégies pour plein de situations données, dans plein de situations et dans plein de contextes particuliers. Je pense à une constellation particulière plutôt pour les PME ou pour plutôt un accompagnement de dirigeants. Donc voilà, un ouvrage fort complexe, bien dur à résumer en 2 slides. Voilà. Je coupe mon micro et je laisse la parole à Nicolas. Voilà, si vous m'entendez, je poursuis. Donc moi, j'avais donc l'ouvrage Manager dans et avec la complexité de Dominique Jeunelot. Alors, il s'articule au travers de différents chapitres, mais finalement, le premier slide est vraiment la représentation de la thématique de fond qui est effectivement la complexité, où il commence par donner une définition de la complexité qui n'est pas le compliqué.
un élément qu'on voit un petit peu au centre, mais qui a une sorte d'organisation désorganisée, on va dire, dans la définition de cette complexité. Il fait souvent référence d'ailleurs à Edgar Morin, que je citerai peut-être tout à l'heure par rapport à d'autres éléments. Donc, il passe au travers de différentes définitions. Il fait aussi le lien entre une certaine comparaison, on va dire, à la vie ou aux sciences, par rapport aussi à la complexité qui est due à la nature humaine, puisque la plupart des éléments qu'on vit, eh bien, se voient, se perçoivent au travers du regard finalement de l'humain. Donc, il faut aussi tenir compte de cette complexité de ce système-là. Il parle aussi de 3 niveaux de complexité, en fait, qui se résument par 1, le phénomène, 2, l'observateur, et puis 3, une conception systémique de la réalité. Il dit aussi qu'en fait, le système, les systèmes complexes en fait, n'existent pas vraiment. En fait, ils émanent en fait, de notre perception. On verra après justement un élément qui est lié à les aspects de la communication qui permettent d'expliquer justement un petit peu cette représentation systémique de la réalité. Peut-être si je fais un petit parallèle, il y a une méthode qui s'appelle DESC finalement que je retrouvais assez similaire, que j'utilise aussi assez souvent, qui commence par décrire les faits. Ensuite, on essaye d'enlever les émotions. Donc en fait, on essaye de retirer l'influence quelque part que peut avoir l'être humain pour à la fin finalement en donner l'essence de ce que devrait être une vraie réalité. Finalement, il explique que c'est plus compliqué que ce modèle voudrait bien le montrer. On parle aussi de principe dialogique, qui est en fait un principe qui en fait relie et en même temps distancie, et que finalement il y a une sorte de coexistence dans cette logique contradictoire et complémentaire en fait. Et puis, il y a aussi une nouvelle façon de représenter la communication. On peut peut-être passer au slide suivant. C'était un exemple dans le livre qui donc modélise les systèmes complexes, qui en fait fait évoluer le modèle de communication de Shannon et Weber qu'on connaît avec émetteur, récepteur, et puis les filtres qu'on peut retrouver ici. Ici, en fait, on explique au centre qu'il y a tout d'abord à prendre en compte un certain contexte, une situation à un moment donné, ce qu'on peut aussi résumer comme le moment présent d'une des personnes qui observe finalement ce qui est en train de se passer ou qui peut-être veut décrire un système. Mais dans la partie de gauche, on voit que finalement, il y a une certaine interprétation de cette réalité qui sont liées à des valeurs, à sa culture, à un certain passé qu'il peut avoir et qui font partie de lui, voire même, j'ai envie de dire, presque génétiquement peut-être aussi. Et de l'autre côté, il y a aussi quelque chose qui est plus une projection vers le futur, si on le résume, qui est en fait son invention, une certaine interprétation, peut-être un désir qu'il a aussi, un souhait qu'il met de manière un peu plus forte dans la représentation en fait qu'il va faire de cette réalité. Donc on voit ici le lien avec justement cette nature humaine entre d'un côté une réalité qui en soi est ce qu'elle est, mais qui n'est jamais autre que finalement celle qu'on perçoit au travers. Alors du regard, eh bien, on voit que ce n'est pas aussi simple que le regard, mais au travers, par exemple, de ces 3 éléments qui constituent une sorte de résumé de la façon de percevoir et de représenter un système. Donc voilà un petit peu les éléments. Et puis, il explique que grâce à la systémique, effectivement, c'est une façon, malgré tout, de représenter les systèmes, mais qu'il faut accepter aussi le fait qu'il y a une incertitude qui finalement est un élément permanent. C'est la seule chose qui est permanente, finalement, c'est l'incertitude. Et qu'il faut accepter que même au travers de la systémique, ça ne sera qu'une représentation interprétée, personnelle, on va dire, mais on n'aura jamais la réelle réalité finalement des choses. Donc voilà.
Et je passe la parole à Axel, je crois, pour la conclusion finale. Voilà, en partageant et en mettant en commun nos différentes lectures, on avait un peu l'impression chacun d'amener un tableau. Et puis, en l'assemblant, on a vu une image un peu plus complète qui comme avait vraiment des éléments en commun, et on a essayé, dans la conclusion, de vraiment pouvoir retirer ces différents éléments. Le premier point, c'est la priorité aux individus et à leur interaction plutôt qu'aux processus et aux outils. Le deuxième point est plutôt que de s'interroger ou d'aller réaliser une approche archéologique, je dirais, pour essayer de solutionner des problèmes, c'est de s'intéresser au présent et au futur et de travailler avec ces éléments-là. Un autre point qui nous paraissait aussi important, c'est l'ouverture d'esprit qui caractérisait finalement une nécessité pour rentrer dans ce champ de travail auprès des organisations. Tous nos ouvrages indiquaient également l'intelligence collective, de nouveau à plusieurs niveaux, exprimée différemment, mais c'était un des points cruciaux aussi. Toutes parlaient du principe itératif. Un autre point aussi, c'était la complexité n'est pas le complexe. Et puis, l'engagement complet, finalement, que nécessite ce genre d'approche, complet dans le sens esprit, sens, corps, dont chacun de ces ouvrages parle. Voilà un peu les différents éléments qu'on a fait ressortir des 5 ouvrages que nous avons lus. Merci beaucoup. Très belle image d'ailleurs, hein. Elle est chouette cette image. Du coup, Daniel, tu es par là? Oui, je suis là. Tu as une question? J'ai des questions, j'ai des remarques et puis une demande. En fait, on ne t'a pas présenté. Daniel, il est maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc et c'est avec lui que je fais des recherches sur la méditation au travail. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il devait venir. Ah ben si, bien sûr, ils t'ont déjà vu. Puisque la présentation du CAS. Oui, bien sûr. Vas-y, excuse-moi. J'ai une demande, je trouve que ça serait bien dans votre présentation de rajouter un dernier slide avec les 6 points que vous avez évoqués, parce que la synthèse a un intérêt en soi. Alors même si elle est exprimée à l'oral, je pense que c'est une petite modif qui peut améliorer le PowerPoint. Alors, j'ai une question pour Christian sur le recadrage paradoxal. Christian? Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, je peux. Ce n'est pas le thème le plus simple à l'intérieur du livre. L'idée qu'explique Malevich, c'est en fait, au lieu de se poser finalement la question, par exemple dans le cadre d'un échec sur un projet, pourquoi le projet est en échec, on va plutôt se poser la question, plutôt que de chercher les causes de l'échec du projet, on va plutôt se projeter en disant mais qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé dans la situation où je n'ai pas réussi, moi, comme personne, à réussir ce projet. Et puis en changeant cet angle d'approche, on arrive à apprendre de ces erreurs plutôt qu'à simplement identifier les erreurs qu'on a réalisées. Alors c'est un point sur lequel, qui apparaît en filigrane à différents moments dans votre exposé. C'est qu'il y a souvent dans cette littérature et dans les ouvrages que vous avez vus, parfois des petites guerres d'école qui disent pas leur nom, ou d'un côté les tenants d'une approche très psychodynamique qui disent il faut regarder l'historique, les causes, les non-dits, ce qui est caché, et puis d'autres qui disent non, tout ça en fait au final ça va pas aider à résoudre le problème, il faut se focaliser sur l'avenir et se projeter, parce que de toute façon, le passé n'a pas grand-chose à nous apprendre. Et il faut
mon point de vue, justement, réussir à faire la synthèse entre les deux et à mettre en tension des éléments qui sont de l'ordre du passé et qui peuvent être des véritables points bloquants, et donc il va falloir reconnaître pour après avoir la liberté de se projeter sur le futur. Et de ce point de vue-là, réussir à réconcilier deux littératures, une approche très psychodynamique et une approche beaucoup plus comportementaliste, qui souvent sont opposées. Et donc, c'est une des difficultés, de mon point de vue, qui est de ne pas tomber dans ce travers de l'opposition et justement de travailler sur la complémentarité entre les deux approches. Et dans ce que vous avez évoqué sur les constellations systémiques d'organisation, il y a bien cette idée d'aller reconnaître un certain nombre de choses cachées. Et il y a des points de blocage, tant qu'on ne les a pas reconnus, eh ben, ça va bloquer tout le système et ça empêche d'avancer, même si on essaye de faire bouger les acteurs. Et d'ailleurs, dans les approches de constellation systémique d'organisation, il y a des techniques justement pour essayer d'identifier, pour aider le coach à identifier quand il y a des cadavres dans le placard qui contaminent toute l'organisation. Et là, de fait, on est dans une approche très psychodynamique de la constellation. Et après, on peut aller passer sur quelque chose qui va être beaucoup plus de l'ordre des comportementalistes. Alors, si je peux me permettre et rajouter, c'est effectivement l'auteur en parle en parlant justement des dettes qu'il pourrait y avoir entre différentes personnes d'une organisation, des secrets cachés qu'il faut aussi justement déterrer ou sortir du placard. Et moi, je trouve que dans ce qui a été dit, il y a aussi ce côté de changer le regard sur une situation pour changer la situation. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez transversal entre les différentes approches que vous avez évoquées et que moi, je trouve très importante, notamment en matière de gestion du changement. Parce que souvent, en fait, les gens ont une analyse de la situation, mais ils ne se rendent pas compte qu'au finalement, c'est en partie eux le problème. Et qu'il suffit déjà de se positionner autrement soi-même et ça change beaucoup de choses, quoi. C'est ce qui est évoqué avec cette idée de tension entre réalité et représentation, qu'il y a toujours une tension entre les deux, et ça, on peut le regarder du point de vue de l'individu comme du point de vue de l'organisation. Et il n'y a jamais de réalité en soi, de même qu'il n'y a pas de représentation pure. Donc on est toujours dans cette tension. Et peut-être que l'approche systémique, c'est effectivement de travailler à la fois au niveau individuel et au niveau organisationnel en permanence sur cette tension entre les deux. Une autre remarque qui m'est venue, moi, en vous écoutant, c'est dans l'exposé d'Axel où tu évoques que c'est une approche fondamentalement phénoménologique. Et là, c'est juste une réflexion que je livre comme ça. J'avais jamais fait le lien en fait entre effectivement la phénoménologie telle qu'elle est approchée en philosophie et donc tous les travaux classiques, notamment de Merleau-Ponty, et puis les réflexions sur la systémique. Il y a probablement des travaux là-dessus qui font le lien entre les deux et qui mériteraient attention. Je ne sais pas s'il y en a qui ont croisé des ouvrages ou des lectures qui font vraiment le lien entre les deux. Non ? Non. Je crois qu'il faut relire son petit Merleau-Ponty illustré. Voilà, pour repenser peut-être d'une autre manière ces réflexions sur la complexité et la systémique. Ok, du coup, moi, je peux peut-être vous poser une question un peu transversale. Je ne sais pas si quelqu'un aura envie de répondre à ça, sauf Lynn, moi, j'ai envie de vous demander, finalement, à votre avis, pourquoi on parle de systémique dans une approche sur l'agilité des organisations? Est-ce que vous faites le lien entre les deux et si oui, par quel biais?
Alors, peut-être je peux essayer de démarrer, puis les autres compléteront ou contrediront. Pour moi, le lien qu'il peut y avoir entre l'agilité et la systémique, ben, dans l'agilité, moi, ce que j'ai retenu, c'est que finalement, on doit s'adapter aux différentes situations. C'est-à-dire que le but n'est pas de modéliser l'ensemble et quelque part par là de le figer, mais finalement être en permanence dans une sorte d'adaptation et de mouvance. Puis finalement, ben, c'est ce qu'on vient de dire aussi. Il y a cette tension permanente. Et puis finalement, la systémique, ben, elle va faire une photo d'une partie de l'organisation. Et puis, étant donné qu'on n'a pas à modéliser ou à comprendre chaque fois l'ensemble, ben, on peut aussi suivre finalement le mouvement de cette organisation. On dit d'ailleurs aussi dans le livre, j'ai lu, donc il parle de l'organisation qui s'auto-organise, ou le système qui s'auto-organise. Donc voilà, on va pouvoir plus facilement s'adapter quelque part dans ce regard à l'organisation ou à notre action dans l'organisation par une approche systémique que si on doit à chaque fois tenir compte de l'ensemble des éléments. Ok, d'autres éclairages? Volontiers. Pour moi, ce que je retiens aussi de l'agilité, c'est finalement une place à l'humain dans l'organisation qui est conséquente, un respect aussi des avis et puis de ce qui émerge. Et moi, ça me fait forcément un lien avec certaines lois naturelles systémiques, comme justement chacun a le droit à une place dans l'organisation. Et donc, son apport est non seulement bénéfique, mais est souhaité. Ces histoires d'ordre, de rang et position, pour moi, ça me fait automatiquement rappel à finalement une organisation qu'on essaye de rendre plus souple, plus adaptable, avec des rôles justement qui peuvent évoluer au fur et à mesure de notre pratique. Et typiquement, quand on imagine des groupes de travail avec plusieurs niveaux hiérarchiques, on va dire classiques réunis, pour moi, on est typiquement dans ce nœud-là. Ok. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose sur ce plan? Oui, volontiers. Je fais en fait le lien de nouveau à nos tensions créatrices qui pour moi sont par définition une approche systémique parce qu'il y a déjà plus qu'un élément tout seul, vu qu'on parle de la réalité et puis de la vision qu'on souhaite atteindre. Et pour moi, déjà, ces tensions, elles font réduire la myopie qui pourrait justement s'installer dans une organisation pas agile et qui lui permettrait de voir, en l'occurrence, myopie et vision, je trouve que ça faisait un bon ensemble pour justement voir la vision partagée, parce que un des nombreux points d'une organisation agile, c'est avant tout avoir une vision claire de où elle va, puis où elle mène ses individus. Donc voilà ce que je voulais juste rapporter. D'accord. Ok, on arrive presque au bout du temps. Daniel, tu avais une dernière question? J'avais juste une petite question pour Céline. Dans la 5e discipline, est-ce que c'est présenté un peu comme un modèle de maturité? Il a été écrit en 92 et si la question elle est orientée maturité dans le sens y en a-t-il beaucoup des organisations agiles, intelligentes, pardon, du lapsus? Non, je pense pas malheureusement, parce qu'à chaque fois pour moi il manque un des 5 éléments. Et j'ai aussi fait directement le lien pratique avec la société dans laquelle je travaille et où on se dit, ah ouais, ok, il y a 2 pans de variantes. Pour moi, il y a la maîtrise personnelle et les modèles mentaux qu'on peut axer sur plus les individus. Et puis, le côté systémie, vision partagée, puis apprentissage en équipe, où c'est plutôt du collectif. Et il manque dans les organisations, je pense, à chaque fois, un des 5 éléments. Donc, à mon avis, non, c'est pas maturation, malheureusement. Mais je pense que beaucoup de sociétés qui se rapprochent des organisations agiles tendent à avoir les checks sur les 5 éléments, mais je ne pense pas qu'on y est encore. Et il y avait de nombreux exemples de sociétés, notamment américaines, où on voit des catastrophes en fait se faire. Et je pense que 92, 2020, on y est encore. Si c'était dans cette variante-là que la question était orientée.
Donc, si je reformule, on peut avoir les 4 disciplines et ne pas réussir à passer à la 5e. Oui, complètement. Ça serait une condition nécessaire, mais pas suffisante. Oui, exactement. Et ce qui est aussi intéressant, si je peux rajouter, c'est que l'auteur dit, voilà, vous pouvez décider d'axer l'une avant une autre, mais au final, celle qui gravite autour et qui empêche de fonctionner l'une ou deux ou trois, bah, c'est la pensée systémique. Donc, je trouve intéressant de ne pas dire, voilà, on vous propose le concept, c'est tel quel. Non, ça vous permet d'entrer par telle ou telle porte en fonction de votre degré de maturité. Ok. Merci. Eh ben, écoutez, merci. On va essayer de respecter le timing. Surtout que la prochaine fois, si on ne respecte pas le timing, ça va être la On cata. va finir à 22 h. Donc, merci beaucoup. Lynn m'a dit qu'elle vous ferait présenter dans le cadre du cours à tout le monde. Donc, ce qui finalement rend peut-être pas aussi indispensable mais c'est pas grave, je le garderai. Et puis, si quelqu'un a besoin, je le transmettrai. Mais sinon, je pense que pour ce qui est de votre groupe, on fera comme ça. Vous allez présenter en live. Ce sera plus satisfaisant. Ok? Vous avez encore quelque chose à dire ou on se dit au revoir? Ok, alors je vous souhaite une bonne soirée à tous. Daniel, si tu veux bien, on reste 5 minutes en... Et puis, bravo, c'était très intéressant et très riche. Ouais, sur des ouvrages qui ne sont pas faciles et sur un texte qui est vraiment difficile. Voilà, qui est compliqué parce que c'est abstrait finalement. Félicitations. Merci. Merci à vous. beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Tu penseras attraper l'enregistrement? Attends, je vais le faire. Tac, arrêtez l'enregistrement. Arrêtez.